Un joueur de centre à tout prix, oui, on le sait tous, mais ce n'est pas tout. Si le Canadien veut continuer son ascension la saison prochaine, il a besoin d'aide ailleurs dans son alignement. Que ce soit un défenseur droitier ou des joueurs, peu importe la position, plus physique, il y a de bonnes options pour le tricolore cet été. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Dans le dernier épisode, je vous ai dressé ma liste des 8 joueurs de centre que je voudrais voir à Montréal l'an prochain. En ordre, de 8 à 1, c'est disponible juste ici. Aujourd'hui, on regarde ailleurs dans l'alignement. Donc, la liste de 8 à 1 d'ailiers et défenseurs. Parce qu'honnêtement, le Canadien est bien correct entre les poteaux, à mon avis, avec Fowler et Jacob Dobeš. Puis... non, parlons pas de Monty aujourd'hui. Avec Fowler et Dobeš. Donc, ailiers et défenseurs que j'aimerais le plus voir à Montréal cet automne, je les ai tous mélangés. Donc, ce n'est pas deux listes différentes, c'est dans l'ordre parmi les ailiers et les défenseurs que je pense qu'ils peuvent être disponibles que je les ai classés. C'est vraiment strictement dans mon ordre de préférence et donc il n'y a pas d'espèce de tentative de calcul basée sur pas grand-chose de qui est le plus réaliste. Non, si admettons tu me mettais tous ces gars-là sur la table, sont disponibles à un prix raisonnable, voici l'ordre dans lequel je prends ces gars-là. Il y a des agents libres, il y a des joueurs pour lesquels il faut que tu transiges. Et honnêtement, j'ai été moi-même surpris. Il y a beaucoup d'agents libres. Je ne suis pas le plus grand fan des agents libres, mais considérant que, à part peut-être quelques joueurs qui seraient justement des transactions, ce sont tous plus des joueurs qui viennent aider à court terme l'équipe. Ben, ça me dérange moins dans ce cas-là, les agents libres. C'est vraiment quand il est le temps de surpayer pour des gars mid que j'aime pas les agents libres. De toute façon, peut-être que vous n'allez être pas d'accord. Donc, sans plus tarder, les 8 ailiers et défenseurs que j'aimerais le plus voir à Montréal cet automne. Il y a des gars que vous ne verrez pas sur la liste, entre autres, pour vous donner une idée, là, ont tout juste manqué la coupure. Jordan Kyrou, Michael Kesselring, des joueurs comme ça. Non, je ne ferai pas la nomenclature complète. C'est déjà un épisode qui est assez long comme ça. Dans le cas de Kyrou, j'en ai souvent parlé. Moi, je ne suis pas le plus grand fan. Et il y a d'autres joueurs comme ça que pour toutes sortes de raisons, ils ne sont pas sur ma liste. Et en 8e position, pour commencer, un joueur qui va faire débat sur la notion même de disponibilité parce que Jacob Trouba est agent libre sans restriction. Il est donc disponible. Mais la grande question avec Trouba, c'est est-ce qu'il veut revenir dans un marché canadien? On le sait, il s'est sorti d'un marché canadien pour aller avec les Rangers de New York il y a plusieurs années de ça, quand il a quitté les Jets de Winnipeg. Semble-t-il que dans son cas, c'était pour des raisons familiales. Sa femme est médecin, si je me souviens bien. Puis je pense qu'à ce moment-là, elle était encore à la fin de ses études ou quoi que ce soit, là, en tout cas. Mais la question se pose, est-ce que Jacob Trouba voudrait jouer pour un marché canadien? Ceci étant dit, la réponse, je ne l'ai pas. Les choses évoluent dans la vie. Est-ce qu'il serait à ce stade-ci de sa carrière prêt à venir dans un marché comme Montréal? J'ajouterais même le fait qu'il a quitté un autre gros marché comme celui de New York dans de mauvaise façon, dans des discussions, dans une transaction qui a été amère pour lui. Est-ce que ça peut lui donner envie de rester dans un marché un peu plus petit comme Anaheim? Je ne sais pas trop. Mais Jacob Trouba remplit tous les critères. C'est un gros défenseur droitier. C'est un vétéran qui pousse les choses à la limite, même qui très souvent met un patin l'autre bord de la limite. Mais il remplirait exactement ce qu'on a de besoin du côté du Canadien de Montréal. Quel serait le contrat de Trouba? À ce stade-ci de sa carrière, 32 ans. Il vient de faire 8 millions par année. Il ne signera pas à 8 millions par année. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Dans sa vie. C'est un ancien capitaine également avec les Rangers de New York, donc amène une dose de leadership au sein d'une jeune brigade défensive. Il est physique. Par contre, c'est pas le meilleur défenseur défensif. Je pense qu'à ce stade-ci de sa carrière, il accepte un petit peu plus que c'est ça qu'il doit faire et qu'il n'est plus... il n'a jamais non plus été le meilleur défenseur offensif, là, mais c'est un gars qui aimait jouer en bougeant bien la rondelle et tout ça. Mais c'est pourquoi il est bas dans la liste. Mais si le Canadien s'entendait avec Jacob Trouba sur un court contrat, je ne serais définitivement pas fâché. En 7e place, c'est Jason Robertson. Il est agent libre avec restriction, mais ce serait une transaction, Jason Robertson. Au pire, ce serait une transaction, ce serait
une offer sheet. Et on en parlera dans quelques instants de ça parce que le fait que Jason Robertson est sur la liste va nous permettre de parler des offres hostiles, mais j'ai longtemps hésité entre Jason Robertson et Jordan Kyrou. Et l'affaire, c'est que vous pourriez avoir l'argument contraire du mien, c'est-à-dire, moi, tant qu'à avoir Jordan Kyrou, j'aime mieux avoir Jason Robertson. Je trouve que Jason Robertson, même si c'est pas mon préféré, est un bien meilleur joueur. Quand je dis que vous pouvez faire l'argument contraire, vous pouvez dire, ouais, mais au salaire que Robertson va signer, on l'a pas encore le salaire qu'il va signer, mais au-dessus de 10 millions de dollars, Kyrou, le peu moins bon qu'il est, ne justifie pas une aussi grosse différence de salaire. Cet argument-là peut exister aussi. Mais en Jason Robertson, tu vas signer un gars qui peut te faire encore pour les 3 prochaines années minimum. Honnêtement, du 40 à 50 buts, puis du 90 à 100 points en jouant aux côtés d'Ivan Demidov, en jouant sur l'avantage numérique, la première, la deuxième vague, peu importe. Avec un Jason Robertson au sein de son alignement, le Canadien est une équipe qui a beaucoup d'options et qui a soudainement peut-être 2 bonnes vagues d'avantages numériques. Parlons-en justement de la possibilité d'offres hostiles. Voici donc cet été ce que va coûter à une formation une offre hostile à succès. Donc, une offre de plus de 11,39 millions de dollars, c'est 4 choix de première ronde. Et il faut toujours préciser, c'est important, que les choix de première ronde en question, il faut absolument que ce soit tes choix de première ronde. Donc, si tu es le Canadien de Montréal, que tu n'as plus ton premier choix en 2026, mais que tu as celui, je sais pas moi, des Panthers de la Floride, ben tu peux pas faire une offre hostile qui inclut un choix de première ronde. Donc, tu peux pas faire une offre hostile de plus de 4,775 millions parce que dans ces scénarios-là, ça te prend au moins ton choix de première ronde 2026. Le Canadien a tous ses choix pour les 4 prochaines années. Donc, le Canadien peut faire l'offre hostile qu'il a envie. Et la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que je me pose la question. Si tu signes Jason Robertson, que ce soit à 11,5 millions ou à plus de 11,9 millions, est-ce que ça vaut pas plus la peine de juste carrément faire l'offre hostile puis espérer que les Stars ne l'égalent pas ou dealer avec les Stars? Un peu comme les Hurricanes ont fait l'an dernier pour K'Andre Miller avec les Rangers de New York. Je pose la question parce que si tu es capable d'éviter n'importe quel des bons jeunes espoirs de l'organisation puis juste d'envoyer tes choix, moi je m'attends pas à ce que le Canadien ait des bons choix de première ronde dans les prochaines années. Honnêtement, ça peut valoir la peine. Je ne fais que poser la question. Robertson va signer pour beaucoup plus que son 7,75 millions qu'il touche présentement. En fait, c'est la raison pour laquelle il est peut-être disponible. C'est que les Stars de Dallas n'ont peut-être pas les moyens de s'entendre avec Jason Robertson. Ça va demander énormément de flexibilité salariale du côté des Stars. Je le répète souvent, moi, un Jason Robertson, c'est un gars qui est beaucoup plus complémentaire qu'un gars qui est un de tes meneurs au sein de ton équipe. C'est un ailier, je pense, qui est à son meilleur quand lui il a la job de remplir le filet, that's it, puis il y a d'autres joueurs qui doivent prendre la pression un peu plus, d'être plus complet, un peu comme Phil Kessel à l'époque, qui est devenu bien meilleur quand il a joint les Penguins de Pittsburgh, un peu comme Max Pacioretty, que j'ai toujours trouvé que Pacioretty est dans de bien meilleures dispositions quand il n'est pas ton attaquant numéro 1, il n'est pas ton capitaine, il est un petit peu plus effacé au sein de ta formation. En 6e position maintenant, on continue avec un ailier, Anthony Mantha. Anthony Mantha, c'est une situation complètement différente de Jason Robertson. Il vient de relancer sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh, vient d'avoir la meilleure saison de sa carrière et ça va peut-être coûter cher pour cette raison. Sauf que, ce que je dirais au sujet d'Anthony Mantha, c'est que s'il s'amenait, et il y a ça qui est important, là, tous les joueurs dont je parle aujourd'hui, il y a des scénarios différents. C'est pas tu prends ces gars-là, tu les mets à Montréal, that's it. Il y a des scénarios. Je vais élaborer un petit peu plus à ce sujet-là un peu plus tard, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais exemple, le scénario dans le cas d'Anthony Mantha, s'il veut un dernier contrat longue durée, s'il veut 5 ans, 6 ans, ça ne marcherait pas. Mais si Anthony Mantha est prêt à accepter un contrat un peu plus court, 2, 3 ans, quitte à ce que ça coûte peut-être un peu plus cher en AAV, parce que le Canadien a encore quelques années à avoir du lousse, ça peut définitivement être intéressant. Que ce soit pour venir compléter le deuxième trio, que ce soit pour venir jouer sur un troisième trio amené de l'apport offensif secondaire et de la pesanteur, je pense que Mantha peut être une très très bonne option pour le Canadien. Bien sûr, dans son cas, ce sont les blessures qui ont été un gros problème ces dernières années. Je viens de dire qu'il a relancé sa carrière à Pittsburgh cette année, vous le voyez, là, 33 buts, 64 points, 2 sommets en carrière. C'est parce qu'il a été en santé, justement. Ça avait bien parti son très court séjour chez les Flames de Calgary. Ça a arrêté après 13 matchs.
Ça avait bien été également à certains moments avec les Capitals de Washington. Ça n'a pas bien été, par contre, quand il est passé par les Golden Knights de Vegas. Bref, est-ce que Manta est capable de rester en santé? Est-ce que c'est trop un gros gamble? Ce sont toutes des bonnes questions. Dans son cas très précis, s'il s'amenait sur un contrat courte durée, c'est un joueur que je pourrais voir à Montréal. Il toucherait bien sûr plus que le 2,5 millions qu'il a fait cette année. Il faut dire qu'en raison de la quantité de blessures qu'il y a eu l'année d'avant avec les Flames de Calgary, la quantité, c'est pas la quantité de blessures, c'est une grosse blessure qui a ruiné sa saison. Il y avait un contrat là, vraiment rempli de possibles bonus de performance. Que va vouloir Anthony Manta? C'est ça la question que je me pose, mais c'est définitivement un joueur qui m'intéresse. On est rendu quoi, là? 5e place maintenant? En 5e place, on retourne en défense et c'est Jérémy Lauzon. Avec les Golden Knights de Vegas, gros défenseur, gaucher. Et là, je vous entends. Max, pas un autre gaucher. Voyons donc, c'est un droitier que ça nous prend. Quand je vous parlais de scénario, c'est exactement les Jérémy Lauzon que j'avais en tête. Voici ce que je veux dire. Si tu vas chercher un Jérémy Lauzon, c'est parce qu'il y a eu des transactions en défense. Je vais aller plus loin que ça. C'est probablement parce que tu as utilisé Caden Goulet dans une grosse transaction pour aller chercher un joueur de centre ou peut-être un sensationnel ailier, ne sait-on jamais. Là. Mais mettons que tu as à mettre Caden Goulet dans une transaction pour un joueur de centre. Je dis Goulet parce que dans ma tête, c'est lui qui a le plus de sens. Là. Si l'an prochain, ta défense, tu échanges Goulet, ta première paire, c'est Lane Hutton, Noah Dobson. Ta deuxième paire, c'est Matheson avec Alexandre Carrier. Puis ta troisième paire, c'est Lauzon avec David Reinbacher qui fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Et dès l'année d'après, ou peut-être même au courant de l'année, Reinbacher est meilleur qu'on le pensait. Il est capable de prendre plus de minutes. Si éventuellement ta troisième paire, c'est Jérémy Lauzon et Alexandre Carrier, t'es en Cadillac, t'as un gros bonhomme qui cogne en Jérémy Lauzon sur le flanc gauche, t'as un gars plus petit, bon pour bouger la rondelle en Alexandre Carrier, ce serait vraiment toute une troisième paire pour le Canadien. Il est agent libre sans restriction, va-t-il falloir payer un petit peu plus cher? Et oui, là, dans tout ce qui est les gars qui ont des clauses de non-mouvement et qui sont agents libres, il faut se poser la question, veut-il venir à Montréal? Je ne répéterai pas ça à chaque fois. Là. J'en ai parlé un peu avec Jacob Trouba. C'est toujours une question qu'il faut se poser de toute façon, à moins que le joueur n'ait aucun contrôle sur sa destinée. Est-ce que Lauzon voudrait revenir au Québec? Honnêtement, j'aurais tendance à croire que oui. Un petit appel à Alex Carrier, puis il va s'en venir assez vite. Là. Mais dans son cas, c'est s'il y a des changements en défense, que je verrais ce gars-là s'amener. Il est en finale de la Coupe Stanley présentement avec les Golden Knights de Vegas. Il est capable de remplir ces minutes-là sur une troisième paire. Et c'est un gars qui faisait 2 millions de dollars là, sur son dernier contrat. Combien voudrait-il? Ce sont de bonnes questions. Mais pour moi, si tu décides que ton troisième défenseur droitier l'an prochain, c'est David Reinbacher et que ta façon d'améliorer ta robustesse en défense, ben, ça passe par un plus gros défenseur gaucher, plus fiable que Struble et ou Jacky et que tu as une transaction Goulet. Je sais qu'il y a beaucoup de si là-dedans, là, mais regarde, c'est comment que je peux voir Lauzon débarquer à Montréal. Puis de toute façon, je veux le voir. Je l'aime. J'aime beaucoup Jérémy Lauzon. Donc, en 8e position, c'est Jacob Trouba. En 7e position, c'est Robertson. 7e Manta. Et pas 7e Manta, 6e Manta. Et 5e, Jérémy Lauzon. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier de l'Internet. Les transactions qui s'amènent, la fin de la finale de la Coupe Stanley, le repêchage, les agents libres t'amènent à chercher du bon contenu en français sur la LNH sur YouTube. T'es à la bonne place. Abonne-toi! Ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et surtout, t'aides ton boy dans son objectif d'atteindre les 35 000 abonnés en 2026. Il y a beaucoup d'effervescence en ce moment, alors assure-toi de ne rien manquer. Et maintenant, on poursuit avec ça. J'ai beaucoup hésité entre Lauzon et le joueur en 4e place pour justement la 4e place. Et en fait, ce sont présentement des coéquipiers avec les Golden Knights de Vegas. C'est Rasmus Andersson. Si vous êtes comme moi et que vous faites semblant de ne pas écouter la finale de la Coupe Stanley, mais vous la regardez en cachette, il y a plusieurs personnes qui disent que Rasmus Andersson est peut-être en train de se coûter quelques dollars avec sa performance en finale de la Coupe Stanley. Honnêtement, c'est vrai. Il ne répond pas non plus aux critères d'améliorer la robustesse de la défense du Canadien. Mais moi, ça fait longtemps que je vois Rasmus Andersson comme un excellent candidat comme défenseur droitier avec le Canadien de Montréal.
Il est bon pour bouger la rondelle. C'est pas le plus gros des bonhommes, c'est pas le plus petit non plus. Je pense vraiment qu'il ferait tout un travail sur une deuxième paire avec le Canadien. Permettre à Alexandre Carrier de tomber dans une meilleure vraie chaise de défenseur de troisième paire. Vous le voyez là, présentement à l'écran, Rasmus Anderson est agent libre sans restriction. Il faisait 4,55 millions de dollars. Il va toucher plus d'argent que ça. Il a quand même 29 ans. C'est un pensez-y bien. Et je le sais, ça fait maintenant quand même quelques épisodes là, au sujet de possibles joueurs qui s'amèneraient à Montréal que je fais sur la chaîne depuis la fin de la saison du Canadien. Et vous êtes plusieurs, quand ce sont des gars fin vingtaine, à dire non, c'est pas le bon gap d'âge. Je suis pas d'accord. Je pense que ça te prend des vétérans au sein d'une formation. Ça te prend des vétérans dans des rôles importants, des gars capables de gober des minutes. Mais je comprends pourquoi certains d'entre vous allez là et préférez ne pas aller chercher des gars fin vingtaine puis essayer de trouver des joueurs qui vont plus cadrer dans l'âge actuel moyen du Canadien. C'est un argument qui peut se défendre effectivement. En troisième place, ce gars-là, un peu comme Lauzon, en fait, maintenant que j'y pense, est la preuve que des fois, ce que tu as le plus besoin, ce que tu désires le plus, ce ne sera pas nécessairement des gars dans le haut de l'alignement. Et c'est AJ Greer. Ailier qui vient de connaître la meilleure saison de sa carrière en profitant de tous les blessés du côté des Panthers de la Floride, champion de la Coupe Stanley avec les Panthers. Énorme gars qui se bat, qui frappe, qui viendrait jouer probablement sur le 4e trio avec le Canadien de Montréal. C'est ce que le docteur a prescrit aux Canadiens, AJ Greer. C'est exactement ce qui te manque. Des gars capables d'aller sur l'échec avant, de faire mal, de faire respecter l'ordre sur la glace. Honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le gars parfait. Là. Et combien va-t-il demander? C'est un gars qui est arrivé dans la Ligue nationale de hockey sur le tard. Donc, veut-il faire à son échelle à lui sauter la banque? Est-ce qu'il veut rentrer au Québec? Je ne sais pas trop quelles sont ses aspirations. C'est un gars qui avait initialement été joué en NCAA à l'époque, qui était revenu gagner la coupe avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais AJ Greer, c'est exactement ce que tu as besoin du côté du Canadien sans toucher à ton noyau. Il faisait en dessous d'1 million de dollars sur son dernier contrat. Il va aller chercher plus que ça. Quand je dis que c'est exactement ce que tu as besoin sans toucher à ton noyau, les deux équipes de la Floride t'ont montré que tu as deux façons un petit peu de tweaker les choses après des échecs pour arriver à ton ultime succès. Dans les deux cas, 2 conquêtes de la Coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay n'a pas touché à son noyau, a grossi ailleurs dans l'alignement. Les Panthers de la Floride ont brisé le noyau, ont échangé Mackenzie Weegar et Jonathan Huberdeau pour un gars de premier trio de 100 points, ça se trouve rarement, là, mais qui changeait la dynamique de l'équipe, qui amenait quelque chose que Huberdeau n'avait absolument pas. Bien sûr, une acquisition à la AJ Greer, puis je dis pas que le Canadien est rendu à cette étape-là, là, de tout tweaker comme on fait les deux équipes de la Floride après quelques insuccès, mais on se rend quand même compte qu'à l'image de ces équipes-là, il faut que tu aies des joueurs qui vont être en mesure de jouer ce style de jeu-là. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument échanger Caulfield, puis moi, je crois à la tactique du Lightning de Tampa Bay et d'aller chercher des joueurs d'importance qui vont être capables de faire ça ailleurs dans l'alignement. Et c'est dans cette optique-là que tu peux faire une acquisition comme celle d'AJ Greer. Au deuxième rang, on retourne en défense, puis ben là, soyons honnêtes, on est complètement dans le rêve. C'est Colton Parayko. Et là, je vous entends. Hey, il a refusé d'aller à Buffalo cet hiver, il n'est plus disponible. Honnêtement, vous avez peut-être raison. Je ne sais pas à quel point Colton Parayko est encore disponible, mais jusqu'à preuve du contraire, les Blues sont prêts à l'échanger. Pourquoi je le mets là quand même s'il a refusé une transaction? Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Braden Shen, lui-même échangé par les Blues, l'ancien capitaine des Blues de Saint-Louis, quand il est passé aux Islanders de New York cet hiver, il a dit « C'est la deuxième fois qu'il me demandait de lever ma clause, les Blues. À un moment donné, tu comprends le message. C'est comme, faut que tu acceptes de passer à autre chose. » Est-ce que ça peut être une situation similaire pour Colton Parayko? Regardez, on spécule, on lance des affaires. Je le sais pas, vous le savez pas, seul lui le sait. L'affaire avec Parayko, c'est qu'il aurait refusé pour des raisons familiales. Semble-t-il qu'il est genre marié à la Abatiello de Saint-Louis, là, une richissime héritière d'une boîte de pizzeria ou whatever, et que donc elle vient de là et tout ça, et c'est difficile pour la famille de bouger. Reste que pour un gars rendu à son âge, c'est définitivement plus facile de bouger dans l'entre-saison. C'est quand même un gars à qui il reste beaucoup d'années de contrat.
C'est un gars qui est dans la mi-trentaine, il faut qu'il bouge la famille, etc. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va se faire un peu plus facilement dans l'entre-saison pour Colton Parayko. Donc, à voir. Mais je crois effectivement, en me fiant à ce qu'a dit Brayden Schenn, que si les Blues de Saint-Louis décident de revenir à l'attaque, qu'il y a une autre offre qu'ils aiment pour Colton Parayko, que peut-être ils vont lui redemander de lever la clause de non-échange. Peut-être que celui-ci, à ce moment-là, va faire « OK, regarde, je comprends ton travail, ma douce. On est en 2026, ça peut travailler à distance, hein? Est-ce que je sache pas elle qui flippe les pizzas? Peut-être que c'est elle qui flippe les pizzas. J'en ai aucune mauvaise idée. Je pense que c'est encore un scénario tout à fait possible que Colton Parayko soit échangé. Et même si c'est pas le plus probable, si l'advenant est disponible, je veux dire, c'est le défenseur que le Canadien a besoin. Fou Colton Parayko à droite de Lane Hudson. Voilà ta première paire. Matheson, Dobson, c'est ta deuxième. Goulet, Carrier, c'est ta troisième. T'es en Cadillac. Il est plus vieux. Peut-il ralentir? Oui, mais je pense pas que c'est le genre de joueur qui va être trop affecté par ça dans ces prochaines années. Et, t'as un défenseur qui vient grandement améliorer ta défense. Un gagnant de la Coupe Stanley. C'est exactement ce que le docteur, encore une fois, a prescrit au Canadien de Montréal. Et maintenant, en première place, je pense que pour cet épisode, la première place est celle qui va être la plus polarisante. Parce que j'ai l'impression que dans ce dossier-là, la majorité des gens, et je peux me tromper, la majorité des gens sont soit dans le mode « let's go » ou « touche pas à ça ». Moi, je suis dans le mode « let's go ». L'acquisition d'Alexis Lafrenière serait énorme pour le Canadien de Montréal. Alexis Lafrenière ne livrera probablement pas la marchandise du premier choix au total qu'il a été. Ceci étant dit, si tu m'avais posé la question au sujet de Sam Reinhart, au moment où les Panthers ont fait son acquisition, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit Sam Reinhart ne livrera probablement jamais la marchandise du deuxième choix au total qu'il a été. Puis finalement, oui, il l'a rempli avec un changement de décor. Alexis Lafrenière sur le flanc gauche, avec un Ivan Demidov sur le flanc droit, c'est un duo pratiquement parfait. C'est un duo qui se complète. La fille est capable de marquer des buts. Il est également un bon passeur. Il est bon le long des rampes. Même si offensivement, il ne s'est pas encore développé comme on l'aurait souhaité avec les Rangers de New York, c'est un gars qui est quand même assez responsable dans les deux sens de la patinoire. Pour moi, ce serait un retentissant oui. Peut-être même que l'acquisition d'un Alexis Lafrenière, dépendamment de ce que tu donnes pour lui, te permet de garder Michael Hage, d'attendre et éventuellement peut-être que ton top 6, peu importe comment il est composé à ce moment-là, c'est Caulfield, Suzuki, Slav, Lafrenière, Hage, Demidov. Est-ce que ça t'achète du temps et tu mets Newhook au centre pour commencer l'année entre Lafrenière et Ivan Demidov? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Ceci étant dit, surtout avec la fin de saison qu'il a connue, atteignant les 57 points, égalant son plus haut total en carrière après une mauvaise saison en 24-25. La façon dont il semble y avoir une chimie avec Gabriel Perreault. Est-ce que les Rangers vont être extrêmement gourmands pour Alexis Lafrenière? Oui, les Rangers vont être extrêmement gourmands pour Alexis Lafrenière. En ce moment où on se parle, il ne remplit pas la valeur du contrat de 7,45 millions qu'il a signé, mais c'était juste l'an 1. Ça, si Alexis Lafrenière arrive à Montréal et finalement devient un gars de 70 points, ça vaut la chandelle, ça devient un excellent contrat. L'affaire avec la fille, c'est que on dirait que j'ai l'impression que ça fait un solide 4 ans qu'à chaque été, il est dans la liste des candidats à une breakout year. Et je pense qu'à ce stade-ci de sa carrière, c'est un brin naïf de ma part de penser qu'Alexis Lafrenière va encore avoir son breakout. Je l'ai dit, je ne pense pas qu'il va jamais avoir le breakout qu'on attend. Mais je pense qu'il deviendrait un excellent joueur à Montréal. Je pense qu'avec Martin Saint-Louis, en retrouvant son ami Zachary Bolduc, c'est Bolduc qui n'est pas inclus dans la transaction, bien sûr, en jouant aux côtés d'Ivan Demidov, avec un Lane Hudson, des Noah Dobson derrière pour passer la rondelle, je pense que la fille atteindrait définitivement, si ce n'est pas son plein potentiel, un bon pourcentage du potentiel qu'on voyait en lui. Et à ceux qui diront, c'est rien que parce qu'il est Keb, s'il s'appelait Smith, t'en parlerais pas? Je vais dire peut-être. J'en ai aucune idée. Il est Keb, puis moi, je m'en cache pas. Des Keb! Amenez-en à Montréal. Let's go, mon Laffy. Et également, le fait d'un excellent joueur québécois de la sorte qui s'amène,
c'est plus quelque chose qui me fait peur, point de vue pression. Il ne s'amène pas du tout dans une situation à la Jonathan Drouin à l'époque qui avait à être le sauveur ou presque. Le Canadien de Montréal a un marqueur de 50 buts. Le Canadien de Montréal a un gars de 100 points. A Ivan Demidov, a Lane Hudson, a Slav. La pression, là, elle est un petit peu éparpillée sur tout le monde. Le Canadien, présentement, c'est un beau temple avec beaucoup de piliers. Beaucoup de piliers. Et contrairement avec l'affaire Kostitine, ne sont pas ébranlés en ce moment, les colonnes du temple. Elles sont bien solides. Et la fille viendrait juste être une colonne de plus et non pas la seule colonne dans laquelle la dalle commence à chambranler un brin. Voilà ma liste des joueurs que j'aimerais voir aboutir à Montréal qui ne sont pas des joueurs de centre. Encore une fois, pour chacun d'entre eux, là, c'est des scénarios différents. En 4e place, Rasmus Anderson. En 3e, AJ Greer. En 2e, Colton Parayko. Et en première, Alexis Lafrenière. Quels sont les joueurs qui ne sont pas des centres que tu aimerais voir à Montréal? Laisse-moi savoir en commentaire. Y en a-tu qui sont sur ma liste que t'es comme oui, let's go, ou au contraire, t'es comme touche pas à ça? Ben, tu sais quoi faire. T'as apprécié ce que tu viens d'entendre et veux un autre épisode? Il y en a un disponible juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!